Vous pensiez que Transformers 5 était un film déjà incohérent, mal écrit, qui envoyait valser toute la logique établie par les précédents volets? Eh bien, vous n'avez sans doute pas encore découvert l'un des seuls comics dérivés de The Last Knight. Car oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce film a bel et bien eu droit à un préquel en comics, aussi obscur qu'introuvable. Vous le savez peut-être, mais à partir de Transformers 4, les comics dérivés des films ont quasiment disparu. C'était en partie une volonté de Michael Bay qui ne voulait plus que ses publications viennent spoiler des éléments clés de ses films, comme ça avait été le cas à l'époque de Dark of the Moon. Pourtant, quelques histoires ont tout de même vu le jour, souvent dans le cadre d'opérations promotionnelles, très spécifiques, très ciblées. Et c'est justement l'une d'entre elles qu'on va explorer aujourd'hui. En septembre 2017, à l'occasion de la sortie DVD et Blu-ray de Transformers The Last Knight aux États-Unis, Hasbro a lancé une campagne promotionnelle. Le concept, un comics offert uniquement dans les magasins Toys R Us et encore uniquement si vous achetiez une édition bien précise, à savoir le combo Blu-ray et DVD. Autant dire, qu'il fallait réunir plein de conditions pour mettre la main sur ce comics. Vivre aux États-Unis, avoir accès du coup à un Toys R Us et acheter le bon coffret au bon moment. C'est donc dans ce cadre très particulier qu'est né le comics Mission to Cybertron, un comics qui est basé sur la gamme de jouets éponyme, elle aussi exclusive aux Toys R Us. Ce fut en quelque sorte le dernier grand coup de com' autour de Transformers 5 dans les rayons de l'enseigne, et plus largement le dernier grand coup de com' autour de Transformers chez Toys R Us, avant que le géant du jouet ne fasse faillite et ne disparaisse, du moins sous la forme qu'on lui connaît. Mais le comics, lui, il est là, il existe, il raconte une histoire qui est certes peu importante, mais bien réelle, et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors accrochez-vous, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne, et c'est parti pour un nouveau plongeon dans les coins les plus obscurs de l'univers des films Transformers, parce que là franchement, on est vraiment dans le fond quoi. Et avant qu'on commence, petite précision, ce comics n'a, à ma connaissance, jamais été scanné ni publié officiellement en ligne. On a tout au plus quelques photos de collectionneurs qui montrent la couverture et les pages à l'intérieur, on peut le lire, on peut voir les images en bonne qualité, mais on n'a pas de version digitale complète. C'est obscur à ce point-là, pour vous donner un élément de comparaison, même les vieux magazines Transformers des années 2000 et 2010 se trouvent assez facilement. Donc si parfois les images que j'utilise dans cette vidéo sont d'une qualité un peu inégale, c'est simplement parce que j'ai fait avec ce qu'on avait sous la main. Alors, côté scénario, Mission to Cybertron sert théoriquement de lien entre Transformers 4 et Transformers 5. L'idée, c'est d'expliquer comment Optimus Prime, que l'on quitte en pleine ascension héroïque à la fin du 4e film, finit par dériver dans l'espace, inconscient et gelé, au début de The Last Knight. Un passage assez étrange dans le film avec un saut narratif brutal qui a laissé pas mal de spectateurs perplexes. Et justement, ce comics vient combler ce vide, mais vous allez voir, ça part très vite dans tous les sens. L'histoire débute sur une planète nommée Paradron. Alors déjà, référence ultra obscure, Paradron c'était une vraie planète dans l'univers Transformers, apparue dans la saison 3 de la série G1. C'est donc là qu'Optimus se retrouve dès les premières pages en plein affrontement contre des créatures, des sortes d'étranges créatures mécaniques, des Guard Cats, autrement dit des sortes de chats de garde robotiques. On comprend rapidement que Prime cherche à accéder à une source d'énergon pour alimenter son voyage vers Cybertron. Il fait alors face à un mystérieux gardien appelé un Gyronian Sentry, dont le rôle est de protéger les réserves d'énergie de la planète. Et là, ça y est, on commence à aller dans l'absurde. Le design déjà de ce personnage là du Sentry, c'est un mix improbable composé entre autres des bras de Jazz et des jambes d'Optimus, version Transformers du coup de la première trilogie. Un vrai mélange de morceaux de persos complètement recyclés, avec une cohérence on va dire limitée. Mais bon, soit, c'est pas si chelou dans l'absolu, c'est juste un peu une sorte de petite fainéantise visuelle, on va dire. Mais là où ça devient vraiment what the fuck, c'est quand Optimus commence à lui parler et à se présenter, à raconter son passé. Il parle de ses compagnons Autobots. Et à ce moment-là, il cite uniquement deux persos, Bumblebee et Hound. Alors bon, déjà, sympa pour les autres, mais attendez, regardez les illustrations. Bumblebee est représenté sous la forme
d'une Ford Mustang. Oui, oui, littéralement l'opposé de ce qu'est une Camaro, en fait. Et c'est que le début. Un flashback nous montre une version un peu bizarre, un peu alternative peut-être, de la bataille de Mission City du premier film. On y voit Megatron, qui a un mélange entre son look du premier long métrage et sa tête du deuxième. Hound se bat avec Barricade. Alors déjà, ces deux personnages n'étaient pas là à ce moment-là. Barricade, il était pas dans la bataille, et Hound, il était même pas sur Terre. Voilà. Bumblebee affronte Blackout aussi, chose qui n'est jamais arrivée, et surtout, alors qu'il est montré comme se transformant apparemment en Ford Mustang, il a ici son look de Camaro, mais surtout, son look de Camaro des années 70, ce qui ne correspond pas à ce qu'on voit sur le panel précédent, mais qui ne correspond pas non plus à ce qui s'est vraiment passé dans le film, puisqu'à ce moment-là, il avait son design de Camaro moderne. Donc, on sait pas vraiment d'où ça sort tout ça. Et pourtant, Optimus, lui, il a bien ici son apparence des 3 premiers volets. Bref, ces quelques panels là, c'est un fourre-tout de design sans aucune logique. Et non, j'ai même vérifié, c'est même pas lié à des jouets qui étaient en vente à l'époque. Donc rien ne justifie cette espèce de bouillie visuelle qui n'a aucun sens. Mais bref, continuons. Le gardien explique que l'énergon est stocké derrière une porte protégée par un mot de passe, qu'il ne peut pas lire car c'est écrit en ancien cybertronien. Optimus, heureusement, possède un décodeur de cette langue, un objet jamais mentionné dans les films d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Il déchiffre alors le code « In Primus we trust », donc en gros, croyons en Primus. C'est pas très inspiré, mais soit. Le problème, c'est que la porte ne s'ouvre pas. Il suppose alors qu'il faut insérer le décodeur dans la porte pour que ça marche. Et c'est à ce moment-là que le gardien se retourne contre Prime. Il lâche ses Guard Cats pour attaquer Optimus, espérant s'approprier l'énergon pour sa propre survie. S'ensuit ensuite une petite course-poursuite, un peu molle, jusqu'à ce qu'Optimus récupère le décodeur et désarme son adversaire. Et là, on atteint un nouveau sommet d'absurde. Le gardien, battu, commence à philosopher sur la vie. Il propose à Optimus, de rester sur la planète, de se reposer finalement, d'écouter, je cite, de la musique pop en provenance de la galaxie voisine qu'il capte via ses récepteurs. Il va même jusqu'à affirmer qu'il a appris à ses chats robots, comment faire des freestyles de hip-hop. Oui, vous avez bien entendu. Des freestyles, de chats robots même, cybertroniens. Voilà, le tout en captant de la musique venue d'une autre galaxie. Ah, je vous ai dit, c'est toujours possible de faire pire que Transformers 5. Heureusement, Prime reprend le contrôle de la situation, insère le décodeur et parvient à débloquer l'accès à l'énergon. Il en prend la moitié et offre l'autre moitié au gardien, en signe de paix et de gratitude pour ses anciens services. Il explique du coup que voilà, même s'il a fait une erreur en s'attaquant à lui, ça n'enlève pas ces milliers d'années où il a vraiment veillé sur l'énergon de la planète. Et du coup, il explique aussi qu'il devra voyager en partie en stas pour économiser ses forces. Et ça explique donc son état au début de The Last Night. On voit donc qu'Optimus s'envole de la planète Paradron à la fin, et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fait une partie du voyage en étant conscient, et l'autre partie en étant en stase, expliquant donc pourquoi il est comme ça au début de Transformers 5. La dernière image nous montre donc Optimus qui s'envole dans l'espace, un peu finalement comme ce qu'il y avait à la fin d'Age of Extinction sur Terre. Un message ancien en cybertronien est alors affiché, qu'on peut traduire par « Je suis Optimus Prime et je ramène mon peuple à la maison ». Ce qui est un peu étrange parce que dans les faits, il part affronter ses créateurs. Il partait pas ramener les Transformers à la maison en fait. Mais bon, à ce stade, plus rien ne me surprend. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce comics? Honnêtement, qu'est-ce que c'est que ce truc, déjà? On est face à un objet, un média complètement sorti de nulle part. Il a été produit par Avalanche Comics Entertainment, et non pas par un éditeur, un type IDW, ou un autre acteur plus majeur des comics, on va dire. Notamment, IDW, c'était quand même l'éditeur à l'époque des comics Transformers, et malgré tout, Hasbro a choisi de travailler avec Avalanche, ce qui explique pourquoi on a un rendu pareil. Ça explique en fait beaucoup de choses, à commencer par la qualité médiocre du récit d'abord, mais surtout les designs, les dessins.
visuellement c'est une catastrophe. La plupart des planches ne sont que des recopiages, ou plutôt des tracés, à peine retravaillés, d'images tirées directement des films. On retrouve aussi bien des plans issus des premiers Transformers que des moments d'Age of Extinction. Tout ça mélangé n'importe comment, et parfois de façon tellement grossière, qu'on se demande si c'est pas juste un projet de fans fait lors d'une nuit blanche obscure avec un max de drogue. Clairement, ce truc, il a été fait à l'arrache, et c'est dommage, parce qu'Hasbro aurait pu, à l'époque, commander ce projet à IDW, qui maîtrisait bien l'univers Transformers, avec les designs et la continuité aussi, parce qu'ils avaient déjà travaillé sur des comics des films. Mais j'imagine que ça aurait coûté trop cher, ou que ce n'était pas la priorité pour l'éditeur. Résultat, on se retrouve avec un comics bourré d'incohérences visuelles, et en fait, c'est là que repose le vrai problème. Pas tellement dans le scénario, qui, à la limite, se tient, même si il est complètement débile, attention, mais voilà, ça permet de faire un petit lien. C'est juste une histoire annexe qui raconte comment Optimus s'est arrêté sur une planète entre les deux films. Mais ce qui est vraiment complètement what the fuck, c'est l'aspect visuel justement. Bumblebee qui se transforme en Ford Mustang, ça honnêtement, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas d'où ça sort. Megatron avec le corps de Transformers 1 et la tête de Transformers 2, bon, ça encore, c'est une incohérence, on va dire, au niveau du design. Hound des barricades présents à la bataille de Mission City, pareil, je pense que c'est juste parce qu'ils avaient peut-être la consigne de mettre barricades et Hound, mais vraiment, dans ce cas, fallait pas illustrer la bataille de Mission City, dans ce cas. Bref, des choix incohérents, des mélanges de design sans queue ni tête, c'était vraiment n'importe quoi. Cela dit, je ne vais pas juger ce comics comme je jugerais un vrai comics Transformer en quelque sorte. On est ici sur un produit purement promotionnel, un petit bonus glissé dans le cadre d'une opération marketing. Il n'y avait aucune ambition derrière, si ce n'est de soutenir la gamme Mission to Cybertron dans les magasins Toys R Us de l'époque. Donc à la limite, bon, voilà, peut passer à autre chose. Mais c'est justement ça qui est triste, parce que depuis Transformers 4, les rares comics liés au film sont tous de ce niveau-là. Il y en a quelques autres, dont je vous parlerai peut-être à l'occasion, mais voilà, globalement, c'est ce genre de truc. De très faible qualité, peu de respect pour la continuité, zéro ambition narrative. Et ça fait mal, parce que durant les 3 premiers films, les comics dérivés étaient justement un des meilleurs moyens d'explorer l'univers. C'était des récits riches qui vraiment, en termes d'histoire, étaient mieux que les longs métrages. Et je le dis, mes médias préférés de l'univers des films, ceux qui me font vraiment accrocher, c'est les comics et les jeux vidéo, plus que les films eux-mêmes. Comme je l'ai déjà dit, tout ça c'est en partie à cause de Michael Bay, parce que c'est lui qui a souhaité mettre un terme à la publication de vrais préquels, ou en tout cas de compléments de scénario, d'histoires additionnelles, par peur que ça spoile ses films. Résultat, on a perdu un support de narration riche et apprécié, et franchement c'est bien dommage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce comics pour le moins surprenant. Et sur ce, on va se retrouver très vite pour du nouveau contenu. C'est tout pour moi, c'était Magnus, ciao!